J'ai oublié de dire à ma belle-mère qu'hier le technicien a réparé les caméras dans notre appartement. Ce matin, elle est venue pour arroser les fleurs, et, le soir, j'ai regardé l'enregistrement. Ce que j'ai vu m'a fait appeler la police. Evelyn McCarter se comportait avec le genre de fierté qui venait naturellement aux femmes du Sud profond. Elle avait 56 ans, mais sa posture était droite comme un i, son menton levé comme si elle était éternellement observée par les yeux de ses voisins. Elle aimait ça. Ses perles, toujours ses perles, bien ajustées autour de son cou, un symbole de tradition et d'autorité. Evelyn était le genre de femme qui avait un avis sur tout, et elle le laissait rarement non dit. Pour elle, la famille signifiait loyauté, respect et obéissance, bien qu'en pratique ses valeurs semblaient souvent tourner autour de son propre confort. Son fils, James Carter Jr. avait grandi sous cette ombre. C'était un homme doux, du genre à travailler tranquillement dans l'informatique et à passer ses heures libres à lire des manuels ou à bricoler des ordinateurs. Il était intelligent à sa manière, mais mou là où ça comptait le plus. Pour Evelyn, cette mollesse était un signe qu'il avait besoin de ses conseils. Pour Rachel, sa femme, c'était le seul défaut qui rendait leur mariage vulnérable à une ingérence constante. Rachel ne ressemblait en rien à sa belle-mère. Là où Evelyn était rigide, Rachel était ouverte et bienveillante, enseignant aux élèves de 2e année à l'école primaire juste à l'extérieur de Birmingham. Elle portait des vêtements simples, parlait avec chaleur et appréciait l'intimité d'une manière qu'Evelyn n'aurait jamais pu comprendre. Rachel avait grandi en croyant qu'un mariage était un partenariat de 2, pas de 3, et certainement pas sous l'œil vigilant d'une belle-mère qui entrait sans frapper. Le conflit a atteint son paroxysme un samedi matin chaud. Ils s'étaient réunis dans le modeste appartement de James et Rachel, un endroit que le jeune couple était si fier d'avoir fait leur. L'air sentait le café et la lumière du soleil s'étirait à travers les stores, mais la pièce semblait tendue même avant qu'Evelyn n'ouvre la bouche. Elle avait tourné autour du sujet pendant des semaines, faisant des commentaires désinvoltes sur les urgences et les cambriolages, jusqu'à ce que finalement elle pose sa tasse et annonce ce qu'elle voulait. « Je vais juste garder un double des clés », dit Evelyn, sa voix ferme comme si c'était la demande la plus raisonnable du monde. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Des incendies, des accidents, des alertes médicales. Et si James s'effondre pendant que tu es sorti, Rachel? Et s'il y a une fuite de gaz? Quelqu'un doit pouvoir entrer. Rachel se figea. Elle s'y attendait. Mais entendre les mots à voix haute lui serra tout de même la poitrine. Nous apprécions votre inquiétude, Evelyn, répondit-elle d'une voix égale. Mais nous n'avons besoin de personne d'autre avec une clé. S'il y a une urgence, nous la gérerons, ou nous appellerons les autorités. Les lèvres d'Evelyn se courbèrent en un très léger sourire, du genre qui portait plus de jugement que de gentillesse. Ma chérie, ne sois pas idiote. Je ne dis pas que je vais débarquer. Je parle de sécurité. Chaque famille responsable a quelqu'un de proche avec une clé. C'est juste du bon sens. James s'agita sur sa chaise, son regard passant de sa femme à sa mère, ses épaules déjà tendues par le poids de devoir choisir. Il savait que Rachel avait raison. Il savait que l'intimité était importante, que leur maison devait leur appartenir à eux seuls. Mais il savait aussi ce qu'Evelyn attendait. Elle ne demandait pas. Elle insistait, de la même manière qu'elle l'avait fait toute sa vie. Lui dire non serait un acte de défi qu'il n'était pas prêt à faire. Maman, commença James prudemment. Nous y réfléchirons. Peut-être que nous pouvons laisser une clé à un voisin à la place. Un voisin, coupa Evelyn, sa voix vive. Des étrangers. Vous leur feriez confiance plutôt qu'à votre propre sang. James, je t'ai mieux élevé que ça. Rachel déglutit difficilement, sentant la chaleur monter à ses joues. Il ne s'agit pas de sang, Evelyn. Il s'agit de limites. Notre appartement est notre espace privé. Je ne veux personne, ni voisin, ni famille, qui entre comme ça. Pendant un moment, un lourd silence plana dans la pièce. Le tic-tac de l'horloge de la cuisine semblait plus fort que jamais. Les yeux d'Evelyn se rétrécirent, ses perles brillant dans la lumière du matin. Elle n'avait aucune intention de reculer, et Rachel le savait. James baissa le regard, la culpabilité nageant dans son expression. À la fin de la conversation, la décision était claire. James, pris entre les deux femmes qu'il aimait, hocha la tête avec hésitation quand sa mère insista à nouveau sur le sujet. C'est juste pour les urgences, dit-il doucement, bien que le mot sonnait plus comme une reddition qu'une réassurance. Le sourire d'Evelyn revint, large cette fois, triomphant.
Elle attrapa la petite clé en laiton sur le comptoir, la glissant dans son sac à main comme si elle lui avait toujours appartenu. Voilà, dit-elle en lissant sa jupe. Tout est réglé. Rien à craindre. Rachel resta figée sur sa chaise, un goût d'amertume dans la bouche. Elle regarda Evelyne rassembler ses affaires, la porte se refermer derrière elle avec un bruit sourd, et elle sentit un nœud se serrer dans son estomac. Ce n'était pas seulement une clé qu'Evelyne avait prise. C'était une permission, une porte ouverte sur leur vie. Et Rachel sut, avec une certitude qui la glaça, que des ennuis allaient arriver. La première fois qu'Evelyne utilisa la clé, elle se dit que c'était inoffensif. James et Rachel étaient tous deux partis au travail. James se dirigeant vers le bureau d'informatique où il passait la plupart de ses journées derrière un écran. Rachel vers sa salle de classe où 20 enfants l'attendaient. Evelyne attendit de savoir que la rue était calme, puis se glissa dans leur immeuble avec la même assurance que si elle en était la propriétaire. La clé tourna doucement dans la serrure, et en quelques secondes, elle était à l'intérieur. L'appartement sentait légèrement le détergent à lessive et les bougies à la lavande que Rachel aimait brûler le soir. Evelyne plissa le nez. Elle trouvait le petit espace à l'étroit par rapport à sa propre maison, trop modeste, trop ordinaire pour son fils. Un Carter mérite mieux que ça, marmonna-t-elle dans sa barbe en posant son sac à main sur le comptoir. Elle commença par l'excuse qu'elle avait déjà préparée dans sa tête. Elle se versa un verre d'eau, regarda autour du salon et dit à voix haute, bien que personne ne puisse l'entendre, je m'assure juste que tout est en ordre. J'arrose juste les plantes. Elle toucha les feuilles d'une fougère près de la fenêtre, leur donnant une petite secousse comme si cela comptait, mais sa curiosité ne s'arrêta pas aux plantes. Evelyne entra dans la cuisine, ouvrant les placards un par un. Elle inspecta la vaisselle, fronça les sourcils devant les tasses dépareillées, puis ouvrit le réfrigérateur. Des rangées de boîtes en plastique avec des repas soigneusement étiquetés tapissaient les étagères. L'œuvre de Rachel, sans aucun doute. Evelyne ricana. Tout ce tapage pour des restes. Où est la vraie nourriture? Elle attrapa la porte du congélateur et la tira. C'est laquelle la vie? Derrière des sacs de légumes surgelés et un bac à glaçons. Bien rangé dans le coin se trouvait une simple enveloppe blanche. Evelyne la sortit, ses doigts picotant d'anticipation. Elle déchira le rabat juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur et prit une grande inspiration. Des billets. Des liasses. Des centaines nettes et impeccables, tous attachés ensemble. Elle compta rapidement, ses mains stables malgré son cœur qui battait la chamade. 5 000 $ au moins. Elle fixa l'argent un long moment, son pouce accélérant. Quel genre de jeune couple gardait autant d'argent liquide caché dans un congélateur? Ce n'était pas sûr. Ce n'était pas intelligent. Mais surtout, pour Evelyne, c'était comme un secret qu'il ne devrait pas lui cacher. Elle remit l'enveloppe en place, ferma le congélateur et lissa son chemisier comme si de rien n'était. Pourtant, la connaissance de cela brûlait dans son esprit. Son exploration ne s'arrêta pas là. Evelyne se promena dans la chambre, ses talons claquant doucement contre le sol. Elle ouvrit les tiroirs de la commode de Rachel, passant ses doigts sur les chemisiers pliés. Elle prit une écharpe en soie, la tint contre sa gorge et sourit à son reflet dans le miroir. Puis elle repéra une bouteille de parfum sur la coiffeuse. Elle la souleva, la déboucha et vaporisa une seule brume dans l'air. L'odeur de jasmin et de vanille emplit la pièce. Evelyne inspira profondément, fermant les yeux comme si elle s'était approprié une partie de Rachel. Quand elle partit, elle prit soin de tout remettre à sa place, du moins le pensait-elle. Ce soir-là, Rachel rentra la première. Elle laissa tomber son sac sur le canapé et se dirigea directement vers la chambre pour se changer. Presque immédiatement, quelque chose semblait anormal. Le tiroir supérieur de sa commode n'était pas aligné comme elle l'avait laissé. Une écharpe en soie avait été pliée différemment, et la plus légère trace de son parfum flottait dans l'air. Elle fronça les sourcils, balayant la pièce du regard, son cœur se serrant d'inquiétude. Dans la cuisine, elle ouvrit le congélateur pour prendre du poulet pour le dîner. Elle fixa le coin où se trouvait l'enveloppe, son rabat rentrait juste un peu différemment qu'auparavant. Elle l'attrapa, la sortant avec des mains tremblantes. L'argent était toujours là, mais quelque chose lui disait qu'il avait été dérangé. Quand James rentra, Rachel l'attendait. « As-tu fouillé dans mes affaires aujourd'hui » demanda-t-elle sans détour, tenant l'enveloppe dans ses mains. James cligna des yeux, confus. « Quoi ? Non, j'ai travaillé toute la journée. » Pourquoi ?
quelqu'un est entré ici. Les tiroirs, le parfum, cette enveloppe. Elle secoua la tête. Je le sens. James soupira, posant son sac d'ordinateur portable. Rachel, tu imagines des choses. Tu es peut-être juste fatiguée. Personne n'est entré ici. Rachel le fixa d'un regard vif. Ta mère a une clé. Ne me dis pas que ce n'est pas possible. Pendant un moment, James hésita. Son instinct était de défendre Evelyn, de croire qu'elle ne franchirait jamais une telle ligne. Elle ne ferait pas ça, dit-il finalement, son ton ferme mais peu convaincant. Tu réfléchis trop. Rachel serra les lèvres. Elle savait ce qu'elle ressentait et elle savait qu'elle n'avait pas tort. Si tu ne veux pas me croire, alors nous avons besoin de preuves. Nous allons installer des caméras. James se frotta les tempes, déjà las de la dispute. Il détestait être pris au milieu. Détestait choisir son camp entre sa femme et sa mère. D'accord, marmonna-t-il. Si ça peut te rassurer. Mais je pense que c'est inutile. Rachel ne répondit pas. Elle se détourna, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Ses instincts hurlaient qu'Evelyn avait déjà franchi une ligne, et que si on ne l'arrêtait pas, elle en franchirait bien d'autres. Evelyn McCarter devenait de plus en plus audacieuse de semaine en semaine. Ce qui avait commencé comme une visite rapide s'est transformé en de longs après-midi d'exploration silencieuse. Elle utilisait sa clé avec une facilité acquise, se glissant à l'intérieur quand James et Rachel étaient absents, ses talons étouffés par le tapis. Au début, elle se disait qu'elle veillait sur son fils, qu'elle protégeait sa maison. Mais ses actions trahissaient un autre motif. Elle voulait le contrôle. Dans le salon, elle examinait des piles de courriers, ouvrant soigneusement les enveloppes avec un couteau à beurre et les refermant avant de les remettre en place. Elle parcourait les factures de services publics, les relevés bancaires, même les contrats d'enseignante de Rachel, absorbant chaque détail comme si elle avait le droit de savoir. Elle marmonnait en lisant, secouant la tête devant ce qu'elle considérait comme de mauvaises décisions. Trop dépensé en courses. Trop peu épargné pour la retraite. Il ne tiendrait pas un mois sans moi. Sa curiosité s'étendit plus loin dans les coins privés de leur vie. Elle entra dans la chambre et fouilla dans la table de chevet de Rachel, fronçant les sourcils devant des carnets remplis de plans de cours. Elle trouva une photographie de Rachel avec ses parents, souriant à une table de pique-nique, et la fixa avec des lèvres pincées. Ils ne s'occuperont jamais de James comme je le fais, murmura-t-elle. Même la lessive n'était pas à l'abri de son ingérence. Un matin, elle ouvrit la machine à laver en plein cycle et modifia les réglages, convaincue que Rachel ne savait pas comment traiter les tissus délicats. Elle laissa les vêtements humides et froissés dans le panier, sûre que Rachel se blâmerait. Pour Evelyn, ces intrusions semblaient être des corrections mineures. Pour Rachel, bien qu'elle ne puisse pas encore le prouver, elles ressemblaient à des violations. Le malaise de Rachel s'intensifia à chaque découverte. Une pile de lettres mal rangées, un bouton de machine à laver qu'elle savait ne pas avoir touché, la légère odeur du parfum d'Evelyn s'accrochant au rideau. Chaque fois qu'elle exprimait ses soupçons, James les rejetait. Elle ne ferait pas ça, disait-il encore et encore. Tu laisses ton imagination prendre le dessus. Ma mère est peut-être têtue, mais ce n'est pas une criminelle. La frustration de Rachel devint assez vive pour piquer. Elle se tenait dans la cuisine un soir, l'enveloppe d'argent serrée dans ses mains. Elle le sait, James. Je ne sais pas comment, mais elle est au courant pour cet argent. Et si tu ne me crois pas maintenant, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu quand il disparaîtra. James se frotta la nuque, incapable de la regarder dans les yeux. Rachel, s'il te plaît, tu parles de ma mère. Mais même en le disant, il ne pouvait pas se défaire du petit fil de doute qui serpentait dans sa poitrine. Pendant ce temps, Evelyn trouva une nouvelle inspiration d'une source inattendue. Un après-midi, elle s'arrêta à la petite boutique d'antiquités du coin, un endroit qu'elle visitait souvent pour discuter avec Madame Harrington, une veuve de 70 ans qui avait vécu à Birmingham toute sa vie. Madame Harrington se délectait de partager des histoires d'héritage et de trésors, sa voix empreinte de nostalgie. Ce jour-là, elle prit Evelyn à part avec un sourire complice. « Vous avez l'œil pour les belles choses, n'est-ce pas » dit-elle en désignant une vitrine en verre. À l'intérieur se trouvait un vase en porcelaine, sa surface peinte de délicats motifs bleus qui scintillaient sous la lumière. Début du XIXe siècle, provient d'un domaine de plantation dans le nord de l'État. Vaut bien plus que le prix qu'ils en demandent. Evelyn se pencha plus près, le souffle coupé.
Le vase se dressait, royal et impeccable, un symbole d'histoire et de richesse. Elle pouvait l'imaginer sur sa cheminée, une pièce maîtresse pour son salon, la preuve pour chaque visiteur qu'elle, Evelyn Carter, portait toujours le raffinement et le goût. Combien, demanda-t-elle, la voix basse. 2000, peut-être 2500, répondit Madame Harrington. Une affaire, si vous voulez mon avis. Un investissement. Dans quelques années, il pourrait doubler. Le mot resta dans l'esprit d'Evelyn, investissement. Cela donnait à son plan un air moins de vol et plus de décisions financières astucieuses. Elle s'imaginait présenter le vase à James et Rachel, les convainquant que c'était pour la famille, leur héritage. Il pourrait même la remercier un jour. Mais elle savait qu'elle n'avait pas l'argent. Ses économies avaient diminué après des années d'entretien de sa propre maison, et elle n'allait pas toucher à ses cartes de crédit. Elle avait besoin d'argent rapidement, et elle savait déjà où le trouver. Cette nuit-là, Evelyn était assise seule à sa table de cuisine, l'idée prenant racine. Elle croisa les mains sur ses perles et se murmura, cet argent dans le congélateur, il est gaspillé là à prendre la poussière. Ils ne savent pas comment l'utiliser judicieusement. Je prendrai une partie, juste assez pour acheter le vase. Ils le verront comme un investissement. Ce n'est pas du vol. C'est préserver leur avenir. Elle tapota ses ongles contre le bois, son plan se cristallisant. Elle prendrait 2500, peut-être 3000 au plus, assez pour acheter le vase, mais pas assez pour qu'il le remarque tout de suite. Si on lui posait des questions, elle pourrait toujours insister sur le fait qu'elle l'avait emprunté. Dans son esprit, c'était une solution parfaite. Evelyn sourit légèrement, la vision de ce vase en porcelaine brillant dans ses pensées. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de contrôle, de laisser sa marque dans la maison de son fils. Bientôt, se dit-elle, il la remercierait. Mais bien en dessous de la surface de son raisonnement, quelque chose de plus sombre pulsait. Elle n'investissait pas dans l'avenir de la famille. Elle investissait dans son propre pouvoir, et elle se fichait de la ligne qu'elle devait franchir pour le revendiquer. Pendant des semaines, Rachel avait pressé James d'installer des caméras. Chaque dispute se terminait par un soupir de sa part, il se frottait les tempes et insistait sur le fait que c'était inutile. Mais après une autre soirée tendue, il a finalement cédé. D'accord, a-t-il dit. Si ça peut te rassurer, nous les installerons. Le samedi suivant, un technicien est arrivé pour réparer et installer leurs caméras Nest, une dans le salon et une autre dans le couloir près de la chambre. Rachel a ressenti la plus légère vague de soulagement lorsque les petites lumières vertes se sont allumées. James est resté sceptique. C'est un gaspillage d'argent, a-t-il marmonné en secouant la tête. Mais il a laissé tomber, et la caméra est restée. Evelyn ne savait rien de tout cela. 2 jours plus tard, alors que James et Rachel étaient tous deux au travail, elle est revenue. La clé a glissé dans la serrure, la porte s'est ouverte, et elle est entrée avec son calme habituel et assuré. Ses talons ont claqué sur le parquet alors qu'elle jetait un coup d'œil autour d'elle. L'appartement était calme, l'air portant la légère odeur des bougies que Rachel avait brûlées la nuit précédente. Evelyn a posé son sac à main comme elle le faisait toujours et s'est dirigée directement vers le congélateur. Elle l'a ouvert, a sorti l'enveloppe et en a retiré une pile de billets bien nette. Ses lèvres se sont pincées pendant qu'elle comptait. $2500 pliés soigneusement dans son sac à main. Elle a ensuite lissé sa jupe, se tenant plus droite, se convainquant que l'acte était justifié. Pour leur propre bien, a-t-elle murmuré. Mais elle n'en avait pas fini. Ses yeux ont été attirés par la petite boîte à bijoux sur la commode de Rachel. Elle l'a ouverte, a soulevé une paire de boucles d'oreilles en perles et les a tenues près de ses oreilles. Elle brillait dans le miroir. Elle a ri doucement, le son résonnant dans la pièce vide. Elle les a remises en place, mais pas tout à fait dans la même position. Puis elle a vaporisé une bouffée du parfum de Rachel sur son poignet. Enfin, elle a ouvert le tiroir de la table de chevet. À l'intérieur se trouvait une simple clé USB étiquetée de l'écriture soignée de Rachel, photo de famille. Evelyn l'a retournée dans sa main, souriant à l'idée de posséder même leurs souvenirs. Sans hésitation, elle l'a glissée dans son sac à main. Ce qu'Evelyn ne savait pas, c'est que chaque mouvement avait été capturé. L'objectif de la caméra, petit et silencieux, avait enregistré son vol avec des détails nets. Le comptage des billets, les boucles d'oreilles à ses oreilles, la clé USB disparaissant dans son sac. Ce soir-là, Rachel est rentrée chez elle et a suivi sa routine habituelle.
Mais quelque chose l'a poussée à vérifier l'application Nest sur son téléphone. Elle l'a ouverte, a fait défiler les images de la journée, et s'est figée. Là, en parfaite clarté, se trouvait Evelyne, sa belle-mère, son visage, ses mains fouillant dans le congélateur, son sourire dans le miroir de la chambre, les bijoux pendant à ses oreilles, puis, sans équivoque, l'enveloppe d'argent étant glissée dans son sac à main. La poitrine de Rachel s'est serrée, son souffle s'est coupé. Elle s'est assise sur le bord du canapé, le téléphone tremblant dans sa main. La vue d'Evelyne empochant la clé USB l'a piqué encore plus que l'argent. Elle était étiquetée « photo de famille ». Ce n'était pas seulement du vol. C'était de l'effacement. Pendant des semaines, elle avait douté d'elle-même, s'était disputée avec son mari, s'était sentie comme une intruse paranoïaque dans sa propre maison. Et maintenant, la preuve était indéniable. Evelyne n'était pas une gardienne, pas une matriarche protégeant sa famille. Elle était une voleuse. Au moment où James est entré, l'expression de Rachel était gravée dans la pierre. Elle l'a accueilli à la porte sans un mot et lui a mis le téléphone dans la main. « Regarde », a-t-elle dit. James a froncé les sourcils, confus, mais a appuyé sur le bouton de lecture. Au début, il a cru que c'était une erreur. L'appartement familier remplissait l'écran, puis sa mère est apparue. Il a cligné des yeux, ses sourcils se fronçant. Ça ne peut pas être vrai. Continue de regarder, a murmuré Rachel. L'image de sa mère s'est déplacée sur l'écran, ouvrant le congélateur, sortant l'enveloppe. La mâchoire de James s'est relâchée. Le bruit des billets que l'on feuillette venait faiblement de l'enregistrement. Elle a ri doucement dans la chambre en essayant les boucles d'oreilles de Rachel. Puis est venue la clé USB, empochée sans hésitation. Le visage de James a perdu toute couleur. Il est tombé sur le canapé, fixant l'écran comme s'il pouvait se dissoudre. « Non », a-t-il dit. « Ce n'est pas elle. Ce n'est pas ma mère. »« C'est elle », a dit Rachel, sa voix tremblant de colère et de justification. « Tu m'as dit que j'imaginais des choses. Tu m'as dit qu'elle ne le ferait pas. Regarde là, James. Elle est dans notre maison. Elle nous vole. » Il ne pouvait pas parler. La preuve était irréfutable. Sa mère, la femme qu'il avait défendue encore et encore, se tenait exposée devant lui comme rien de moins qu'une voleuse. Pas d'emprunt, pas de protection, du vol. Rachel s'est penchée plus près, ses yeux féroces. Maintenant, tu comprends. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas un malentendu. Elle viole nos vies, et je ne laisserai pas cela continuer. James a dégluti difficilement, ses mains tremblant alors qu'il posait le téléphone. Toute son image d'Evelyne s'était fissurée en un seul instant, le laissant perdu entre la loyauté et la vérité. Pour la première fois, il a vu sa mère non pas comme une gardienne, mais comme une étrangère, une intruse dans son mariage, dans sa maison, dans sa confiance. Rachel s'est redressée, sa voix calme, mais ferme. Ça s'arrête maintenant, James. D'une manière ou d'une autre, ça s'arrête. L'appartement était étrangement silencieux après la fin de la vidéo. James était assis sur le canapé, la tête entre les mains, fixant le sol comme s'il pouvait lui donner une réponse différente. Rachel se tenait en face de lui, les bras croisés, sa colère bouillonnant juste sous la surface. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que James prenne enfin une grande inspiration et attrape son téléphone. « Je vais l'appeler », a-t-il dit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Rachel a hoché la tête une fois. Il n'y avait aucune sympathie dans ses yeux, seulement de la détermination. « Fais-le. » James a composé le numéro. La ligne a cliqué avant que la voix familière de sa mère ne se fasse entendre, chaleureuse et désinvolte comme toujours. « James, tout va bien, mon chéri ?» Sa gorge s'est serrée. « Maman, je dois te demander quelque chose. Es-tu passé à l'appartement aujourd'hui ?» Une pause. Puis, avec une pointe d'amusement, Evelyne a répondu « Eh bien, bien sûr. Je t'avais dit que je passerais. Quelqu'un doit s'assurer que les choses sont en ordre. »« As-tu pris quelque chose ?» a demandé James, forçant les mots à sortir de ses lèvres. « De l'argent, des bijoux, une clé USB ?» Un silence a pesé contre son oreille, lourd et accablant. Quand elle a de nouveau parlé, son ton était vif. « Comment oses-tu m'accuser de vol ? Je suis ta mère. »« Nous t'avons vu, » a dit James, sa voix se brisant, sur les caméras. « Tu as été prise, maman. Tout est là. » Le rire d'Evelyne était cassant.
Cet argent, je ne l'empruntais que pour quelque chose d'important. Je vous l'aurais dit. Et les autres choses, je les essayais juste. Tu me connais, James. Je ne te ferai jamais de mal. Rachel s'est avancée, sa voix tranchant à travers la pièce. Tu nous as fait du mal, Evelyn. Tu t'es faufilée, tu nous as volé, tu nous as menti. Reste en dehors de ça, Rachel, a cinglé Evelyn. C'est entre moi et mon fils. James a fermé les yeux. Non, maman. C'est entre toi et la vérité. La ligne est devenue silencieuse. Evelyn avait raccroché. Rachel a attrapé son propre téléphone. C'est tout. J'en ai fini. Elle a composé le 911, ses mains stables malgré l'adrénaline qui lui parcourait les veines. En 20 minutes, 2 officiers du département de police de Birmingham sont arrivés à l'appartement. Leurs uniformes et leur professionnalisme calme ont rempli l'espace d'autorité. Rachel n'a pas perdu de temps. Elle a tendu son téléphone, a ouvert l'application Nest et leur a montré les images. Les officiers se sont penchés, regardant attentivement Evelyn apparaître à l'écran, retirant de l'argent du congélateur, glissant des bijoux dans ses mains, empochant la clé USB. L'un des officiers a laissé échapper un petit sifflement. C'est clair comme de l'eau de roche, a-t-il dit. Voulez-vous déposer une plainte pour vol? Oui, a répondu Rachel sans hésitation. Absolument. James était assis, immobile, le visage pâle. Il a à peine pu hocher la tête quand l'un des officiers s'est tourné vers lui pour confirmation. Son silence était un consentement suffisant. Les officiers ont commencé à prendre des notes, à enregistrer des détails, à demander une liste détaillée de ce qui avait été volé. Rachel l'a fourni, sa voix ferme et inébranlable. 2500 $ en espèces, a-t-elle commencé. Une clé USB étiquetée photo de famille. Une paire de boucles d'oreilles en perles de ma commode. James a ajouté peu de choses, ses mots trébuchant quand il a essayé. Un coup à la porte les a interrompus. Rachel s'est figée. James a levé les yeux, la peur dans le regard. C'était Evelyn. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son sac à main sur le bras, son expression orageuse. Que se passe-t-il ici, a-t-elle exigé, entrant sans attendre de réponse. Ses yeux ont passé des officiers à son fils. James, que font ces hommes dans ta maison? L'un des officiers s'est avancé. Madame, nous devons vous poser quelques questions concernant des biens volés. Le visage d'Evelyn est devenu cramoisi. Volé? Comment osez-vous? Cet argent était pour la famille. J'allais acheter quelque chose de significatif, de précieux, un cadeau pour nous tous. La voix de Rachel a tranché à travers la pièce comme une lame. Tu l'as pris sans demander. Ce n'est pas un cadeau. C'est du vol. Je suis ta mère, a cinglé Evelyn, les yeux flamboyants. Tout ce que je fais, c'est pour toi, James. Tu ne le vois pas. James la regarda, sa voix vide. Tout ce que je vois, c'est que tu prends ce qui ne t'appartient pas. Les officiers ont demandé à Evelyn de s'asseoir. À contre-cœur, elle l'a fait, bien que sa posture soit restée raide, son menton levé en signe de défi. Ils ont expliqué la gravité de la situation, les preuves qu'ils avaient vues, la plainte pour vol déposée. Evelyn a secoué la tête, sa voix s'élevant. C'est de la folie. Je n'ai pas volé, j'ai emprunté. J'allais le remplacer. Vous ne pouvez pas me traiter comme une criminelle. Je suis sa mère. Mais les officiers sont restés impassibles. L'un d'eux écrivait régulièrement dans son carnet. L'autre se tenait là, le regard ferme, mais calme. Madame, l'intention n'efface pas le fait que vous avez pris de l'argent et des biens sans permission. C'est du vol en vertu de la loi de l'Alabama. Les protestations d'Evelyn se sont faites plus fortes, ses mots se bousculant dans une tentative frénétique de réécrire la vérité. Elle a affirmé qu'elle avait prévu de surprendre James et Rachel avec le vase en porcelaine, qu'il serait devenu un héritage familial, qu'elle pensait à leur héritage. Mais les images vidéo ne mentaient pas. Et dans le silence qui a suivi, avec les officiers qui regardaient et Rachel qui la fusillait du regard, même Evelyn semblait réaliser que les murs s'étaient refermés. Sa voix affaiblie, ses excuses s'affaiblissant à chaque fois qu'elle les répétait. Finalement, elle s'est légèrement affaissée, ses perles captant la lumière comme pour se moquer d'elle. Les officiers ont rassemblé leurs notes, confirmant qu'ils avaient ce dont ils avaient besoin. Nous transmettrons ceci au procureur du comté, a dit l'un d'eux.
On vous contactera pour les prochaines étapes. Rachel a expiré une profonde et régulière bouffée de justification. James a regardé sa mère avec des yeux qui ne contenaient plus une dévotion aveugle, seulement du chagrin et de l'incrédulité. Pour la première fois de sa vie, Evelyn McCarter n'était pas aux commandes, et elle détestait ça. Le trajet jusqu'au poste de police fut court, mais pour Evelyn McCarter, il sembla une éternité. Les officiers l'escortèrent jusqu'au département de police de Birmingham, ses perles reposant toujours fièrement autour de son cou comme si elles pouvaient la protéger de la disgrâce. Elle serra fermement son sac à main, ses yeux passant d'un visage à l'autre, attendant que quelqu'un, n'importe qui, reconnaisse qui elle était et intervienne. Mais personne ne le fit. Au bureau d'accueil, son nom fut enregistré. Un rapport fut déposé, ses affaires inventoriées. Quand on lui demanda de s'asseoir dans une salle d'attente, elle le fit avec raideur, le dos droit, sa fierté refusant de plier. Elle répéta ses répliques préparées à quiconque voulait bien l'écouter. « Je n'ai pas volé, j'ai emprunté. C'était pour la famille. C'est juste un malentendu. » Mais ces mots sonnaient creux contre les murs stériles. James resta assis dans l'appartement longtemps après qu'elle eût été emmenée, la tête enfouie dans ses mains. Rachel se déplaçait dans la pièce avec une certitude tranquille, rassemblant des papiers, se préparant pour la suite. Elle avait attendu trop longtemps pour avoir de la clarté, enduré trop de disputes. Maintenant, enfin, la vérité s'était imposée au grand jour. « Rachel » murmura James, la voix brisée. « Que avons-nous fait ? » ?»« C'est ma mère. » Rachel s'arrêta, se tourna vers lui, son expression inflexible. Ce qu'elle a fait n'était pas de l'amour. C'était du vol. C'était de la trahison. Assez, c'est assez, James. Elle a franchi la ligne et maintenant elle en subit les conséquences. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Pour la première fois, James ne put se réfugier dans le déni. L'image de sa mère souriant en empochant leur argent et leurs bijoux était gravée dans son esprit. Il ne pouvait pas l'oublier, et il ne pouvait plus la défendre. Les semaines qui suivirent se déroulèrent avec le poids lent de l'inévitable. Le procureur du comté examina l'affaire. La preuve vidéo était claire. Evelyn McCarter fut inculpée de vol qualifié, un crime qui portait un lourd stigmate, même si sa peine s'avérait clémente. Le jour de l'audience, Evelyn entra dans le palais de justice du comté de Jefferson dans un tailleur sur mesure, les perles brillant comme toujours, le menton haut. Elle se déplaçait comme si toute la ville la regardait, et d'une certaine manière, c'était le cas. Des voisins chuchotaient sur les bancs, des amis détournaient le visage, et même ceux qui avaient autrefois envié son sang-froid étudiaient maintenant sa chute avec une fascination tranquille. Le juge écouta patiemment l'avocat d'Evelyn plaider. Elle n'avait pas de casier judiciaire, elle était un membre respecté de la communauté, l'argent n'avait pas été dilapidé mais était destiné à un investissement. Rien de tout cela n'effaça la vidéo, qui fut projetée sur un grand écran pour que la salle d'audience puisse la voir. Des halètements parcoururent l'audience quand Evelyn apparut, sa main glissant l'enveloppe d'argent dans son sac à main, son sourire se reflétant dans le miroir alors qu'elle essayait les boucles d'oreilles de Rachel. Le verdict fut ferme. Coupable. Sa peine, probation, travaux d'intérêt général et dédommagement. Elle évita la prison, mais pas la honte. Les mots « vol qualifié » la suivraient pour toujours, estampillés dans son dossier comme une marque. Pour Rachel, c'était la justice. Pour James, c'était la dévastation. Il se tenait dans le couloir après l'audience, les épaules voûtées, les yeux rouges. Evelyn l'avait regardé une fois en quittant la salle d'audience, mais il n'y avait eu aucune réconciliation dans ce regard, seulement de l'amertume, comme si elle le blâmait de ne pas l'avoir protégé. La véritable punition ne vint pas du juge, mais de la communauté qu'Evelyn avait chérie pendant des décennies. Les cercles du sud de Birmingham étaient petits, et la nouvelle se propagea rapidement. Des amis qui se réunissaient autrefois avec elle au déjeuner de l'église traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Des femmes qu'elle avait dirigées dans des réunions de clubs de jardinage secouaient la tête et chuchotaient. Même à l'épicerie, des étrangers lui jetaient des regards de côté, marmonnant entre leurs dents. Sa chute fut complète. Evelyn, qui avait bâti sa vie sur la réputation et les apparences, se retrouva isolée. Les invitations cessèrent d'arriver. Le téléphone sonnait rarement. Quand il le faisait, ce n'était que pour annuler un engagement, pour poliment mais fermement fermer une porte. À la maison, elle errait de pièce en pièce, ses perles lourdes contre sa poitrine, se demandant comment tout avait pu s'effondrer si rapidement. Elle s'était crue intouchable,
la matriarche qui fixait les règles. Maintenant, elle n'était plus qu'un conte moral raconté derrière des portes closes. James et Rachel, quant à eux, commencèrent à reconstruire. Pour Rachel, il y avait un soulagement dans le silence, dans la connaissance que des limites avaient enfin été établies. Pour James, le silence était hanté, rempli de culpabilité et de chagrin. Il avait voulu croire en l'amour de sa mère, mais il ne pouvait plus nier la vérité. Le nom de la famille Carter avait autrefois eu du poids dans leur quartier. Maintenant, il portait une tache, et Evelyn May Carter, autrefois si fière, se retrouva face à la seule punition qu'elle ne pourrait jamais supporter, être considérée comme moins que parfaite, être chassée de la société même qu'elle avait passé sa vie à impressionner. Dans les semaines qui ont suivi le verdict, Evelyn May Carter s'est retrouvée à vivre dans un silence qu'elle n'avait jamais connu. Le téléphone autrefois occupé, sonnant toujours d'invitations à des déjeuners, des comités d'église ou des clubs de jardinage, restait immobile sur le comptoir de la cuisine. Les voisins qui lui faisaient autrefois signe de l'autre côté de la rue détournaient maintenant la tête, comme si sa présence portait la honte comme une maladie contagieuse. À l'épicerie, elle sentait les regards sur son dos. Elle surprenait des chuchotements près du rayon des fruits et légumes. Deux femmes qu'elle avait autrefois reçues pour le thé, murmurant des mots comme « vol » et « crime », comme s'ils étaient du poison. Evelyn serra plus fort son chariot, ses perles froides contre son cou, le seul vestige de son ancienne armure. Pour la première fois, elle comprit ce que signifiait être à la fois invisible et tristement célèbre. Des amis qu'elle considérait comme des alliés de toujours l'ont coupée sans hésitation. Un par un, des connaissances de l'Église ont envoyé des messages polis mais fermes indiquant qu'ils ne pouvaient plus s'associer à elle. Le pasteur, bien que gentil, lui a suggéré de prendre un peu de recul par rapport à ses rôles habituels. Le mot a piqué. Evelyn avait dû se définir à travers son image dans la communauté. Et maintenant, cette image avait été brisée au-delà de toute réparation. Seule dans sa maison, elle dérivait de pièce en pièce, hantée par le vide. Les murs semblaient plus proches, se pressant à chaque heure. Elle avait toujours rempli ses journées d'activité, de gens à impressionner, d'apparences à maintenir. Maintenant, laissée seule avec ses pensées, elle se retrouva face à une vérité qu'elle ne pouvait plus fuir. Dans le calme de son salon, elle entendit des échos de ses propres leçons passées. Elle avait autrefois appris à James, quand il était enfant, que l'honnêteté comptait par-dessus tout. La parole d'un Carter et son engagement, disait-elle, le doigt pointé en l'air. Si tu brises la confiance, tu te brises toi-même. Elle avait répété ces mots comme une écriture sainte, les inculquant dans l'esprit de son jeune fils. Et maintenant, elle réalisait qu'elle avait été celle qui les avait trahis le plus complètement. La nuit, le sommeil n'offrait aucun soulagement. Ses rêves étaient fracturés, remplis d'images de James enfant, courant dans ses bras avec la confiance brillant dans ses yeux. Puis le souvenir changeait, cruellement vif, à sa voix dans le couloir du tribunal, tremblante et vide. Tout ce que je vois, c'est que tu prends ce qui ne t'appartient pas, les mots se répétaient encore et encore, coupant à chaque fois plus profondément. Mais la phrase qui la brûlait le plus venait de cette nuit dans leur appartement, quand il l'avait regardée avec chagrin et avait murmuré « Maman, tu m'as trahi ». Ces mots s'accrochaient à elle comme une ombre. Elle se les répétait dans le silence jusqu'à ce qu'ils deviennent à la fois confession et malédiction. Je l'ai trahi. Pour la première fois de sa vie, Evelyn sentit la piqûre du regret, non pas comme un malaise passager, mais comme une blessure permanente. Elle s'assit à sa table de cuisine avec une feuille de papier blanche devant elle, la pointe de son stylo planant incertainement, sa fierté luttant contre sa honte. Mais enfin, elle commença à écrire. La lettre sortit lentement, avec hésitation. Elle écrivit son amour pour James, ses choix mal avisés, la façon dont elle s'était convaincue que le contrôle était de l'attention. Elle admit, avec des mots qui faisaient trembler ses mains, qu'elle avait volé, qu'elle avait menti, qu'elle lui avait manqué en tant que mère. Des larmes maculèrent l'encre alors qu'elle écrivait la dernière ligne. Je n'attends pas de pardon. J'espère seulement que tu sais que je suis désolé. Pliant soigneusement la lettre, Evelyn la glissa dans une enveloppe. Tard un soir, quand les rues étaient calmes, elle se rendit chez James et Rachel. Son cœur battait la chamade alors qu'elle s'approchait de la boîte aux lettres, y glissant la lettre. Pendant un long moment, elle resta là dans l'ombre, fixant la petite porte en métal comme si elle pouvait lui apporter l'absolution. Puis elle se détourna, ses talons craquant doucement sur le gravier alors qu'elle retournait à sa voiture. Des jours passèrent, puis des semaines. Evelyn attendait chaque matin un signe, un appel téléphonique, un coup à la porte, même un message dans sa boîte aux lettres.
Elle rejouait tous les résultats possibles dans son esprit. James ouvrant la lettre, Rachel la lisant à haute voix, les deux s'adoucissant, offrant peut-être même une chance de parler. Mais aucune réponse ne vint. Le silence était écrasant. La boîte aux lettres restait vide. Le téléphone restait silencieux. James et Rachel avaient choisi leur réponse, et c'était l'absence. Evelyn était assise dans sa cuisine silencieuse. La copie pliée de sa lettre étalée devant elle. Ses perles semblaient plus lourdes que jamais, pesant sur sa clavicule. Pour la première fois de sa vie fière, elle comprit ce que signifiait une véritable séparation. Ce n'était pas une distance mesurée en kilomètres, mais en confiance brisée au-delà de toute réparation. Et elle réalisa, avec une douleur creuse qui remplissait chaque coin de son être, qu'elle pourrait ne jamais être autorisée à revenir dans la vie de son fils. 6 mois se sont écoulés tranquillement dans la chaleur de l'Alabama. Le nom des Carter, autrefois un sujet de conversation de quartier, s'est lentement estompé des conversations quotidiennes. Les gens ont trouvé de nouveaux scandales à chuchoter, de nouvelles histoires à mâcher. Mais pour Evelyn McCarter, le silence n'était plus l'absence de ridicule. C'était l'absence de lien. Sa maison se dressait comme elle l'avait toujours fait, mais elle s'y déplaçait différemment maintenant. Les stores restaient ouverts. Les perles restaient intactes dans leur boîte. Elle portait de simples chemisiers en coton, des chaussures à semelles souples, ses cheveux grisonnants sans la teinture sur laquelle elle insistait autrefois. Elle a commencé à faire du bénévolat à la petite bibliothèque publique du centre-ville. Au début, c'était gênant. Des chuchotements la suivaient. La reconnaissance scintillait dans les yeux des gens. Mais la bibliothécaire en chef, une femme plus jeune que Rachel, lui a offert la chance de ranger des livres et d'organiser des programmes de lecture pour les enfants. Lentement, Evelyn a trouvé un rythme. Elle s'est sentie humiliée par le travail, empilant des livres d'images avec de petites mains qui tiraient sur ses manches, écoutant leur rire résonner entre les étagères. Ce n'était pas la scène qu'elle convoitait autrefois, mais c'était suffisant pour lui rappeler qu'elle pouvait encore être utile. Pour la première fois de sa vie, Evelyn a appris la discipline silencieuse des limites. Elle ne posait plus de questions qui n'étaient pas les siennes. Elle ne s'insérait plus dans des vies qu'elle ne connaissait pas. Chaque soir, elle rentrait chez elle épuisée mais plus calme, le poids de ses erreurs passait toujours présent mais adouci par le petit bien qu'elle faisait. C'est un samedi matin, alors que l'air était lourd de l'odeur du magnolia, qu'elle les a revus. Elle était allée au marché fermier, portant un simple sac en toile au lieu de son sac à main de créateur, quand elle a tourné un coin près du stand de produits frais. Et ils étaient là, James et Rachel. Ils marchaient ensemble facilement, Rachel riant de quelque chose que James disait, sa main effleurant son bras. Leur sourire était naturel, sans fardeau, libéré de la tension qui avait autrefois rempli leur mariage. Evelyn se figea, le souffle coupé. C'était la première fois qu'elle voyait son fils depuis le palais de justice, et la vue la blessa et l'apaisa à la fois. Il avait l'air plus âgé, plus stable, plus heureux. Rachel remarqua la première, son sourire vacilla, son expression se durcissant en une neutralité gardée. James suivit son regard et se raidit, ses yeux se posant sur sa mère. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. La gorge d'Evelyn se serra, mais elle réussit un petit hochement de tête, sa voix basse quand elle parla. James, Rachel. Rachel ne dit rien, ses yeux prudents. James s'agita, pris entre l'instinct et l'histoire. Finalement, il parla, sa voix calme mais ferme. J'ai reçu ta lettre. Le cœur d'Evelyn bégaya. Elle serra plus fort son sac en toile. Vraiment? Il hocha la tête. Je l'ai lu. Silence à nouveau, rempli du brouhaha du marché autour d'eux, du murmure des voix, des appels des vendeurs, du bruit des pas. Evelyn attendit, se préparant au rejet, à ce que Rachel l'entraîne. Mais James resta, son regard cherchant le sien. Je crois que tu étais sincère, dit-il finalement. Mais ça va prendre du temps. Plus qu'une lettre, plus que des mots. Evelyn déglutit difficilement, hochant rapidement la tête. Je comprends. Je n'attends rien de vous. Plus maintenant. Je voulais juste que vous sachiez. Je vois ce que j'ai fait et je suis désolé. Rachel resta silencieuse, son expression indéchiffrable, mais elle ne tira pas James. Cela seul ressemblait à un cadeau. La conversation s'arrêta là. James prit la main de Rachel, et ensemble ils continuèrent, disparaissant dans la foule. Evelyn resta plantée sur place, la poitrine douloureuse, mais plus légère en quelque sorte.
Il avait lu la lettre. Il avait reconnu ses excuses. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais ce n'était pas non plus le rejet. Ce soir-là, Evelyne était de nouveau assise à sa table de cuisine, la maison silencieuse autour d'elle. Mais cette fois, le silence semblait différent. Pour la première fois depuis des mois, il n'était pas étouffant. Il était en attente. Elle pensa à la bibliothèque, au rire des enfants, aux livres bien rangés sur les étagères. Elle pensa aux yeux de James, pas chaleureux mais pas fermés non plus. Elle pensa au silence gardé de Rachel, qui pourrait un jour s'adoucir. Ce n'était pas la réconciliation. Ce n'était pas la guérison, mais c'était une graine plantée dans un sol qui avait autrefois été brûlé. Et avec de la patience, peut-être qu'elle pourrait pousser. Evelyne croisa les mains sur ses genoux. Pas de perles autour de son cou, plus d'armure pour se cacher. Elle murmura dans le calme de sa maison, des mots destinés à personne d'autre qu'elle-même. Il y a encore de l'espoir. Et pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, elle y crut presque. Un an s'était écoulé depuis le jour où le monde d'Evelyn McCarter s'était effondré. 12 longs mois de matins silencieux, de quarts de bénévolat à la bibliothèque, et de soirées passées seule dans une maison qui ne se sentait plus comme le centre de quoi que ce soit. Au cours de cette année, elle avait appris à vivre sans le regard constant des voisins, sans les invitations qu'elle convoitait autrefois, sans la validation qu'elle exigeait auparavant. Le silence était devenu son professeur, la forçant à s'asseoir avec la personne qu'elle était, et celle qu'elle pourrait encore devenir. Un après-midi de printemps frais, une enveloppe est apparue dans sa boîte aux lettres. Ce n'était pas du courrier officiel, pas une facture ou un relevé, mais une note écrite de la main familière de James. Elle la tint avec précaution, ses doigts tremblants avant même de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un message simple. « Voudrais-tu qu'on se retrouve pour un café ? Samedi, 14 h. Main Street Café. » Evelyne a lu et relu les mots. Ses yeux s'embrouillant de larmes inattendues. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas une invitation à la maison, mais c'était quelque chose qu'elle pensait ne jamais arriver, une chance. Le samedi venu, elle a pris un soin particulier, mais pas de la manière dont elle l'aurait fait autrefois. Pas de perles, pas de tailleur de créateur. Au lieu de cela, elle portait un simple cardigan gris sur un chemisier doux, un pantalon qui avait vu des années d'usure, et des chaussures confortables. Ses cheveux, autrefois religieusement teints, encadraient maintenant son visage de mèches argentées naturelles. Elle s'est regardée dans le miroir et a vu non pas la femme qui régnait autrefois sur les cercles sociaux avec une fierté de fer, mais quelqu'un de plus petit, de plus humble, et peut-être de plus libre. Le café était calme, un endroit choisi délibérément loin du poids de la maison. James était assis à une table près de la fenêtre, ses mains enroulées autour d'une tasse fumante. Quand il l'a vu approcher, il s'est levé, maladroit mais sincère, et a hoché la tête. « Maman » a-t-il dit doucement. « James. » Sa voix a vacillé, mais elle l'a maîtrisée avec un petit sourire. Ils se sont assis l'un en face de l'autre. La table entre eux était à la fois une barrière et un pont. Pendant longtemps, aucun n'a parlé. L'air vibrait du bruit de la machine à expresso, du tintement des tasses, du faible murmure des étrangers. Evelyne a croisé les mains sur ses genoux, résistant à l'envie de combler le silence avec des explications ou des excuses. Finalement, James a parlé. « Je ne savais pas si je devais t'écrire. » Rachel n'était pas sûre, a-t-il admis, mais quand je lui ai dit que je voulais essayer, elle ne m'a pas arrêté. La gorge d'Evelyne s'est serrée. « Je n'étais pas sûr que tu voudrais me revoir un jour. » Il l'a regardée alors, ses yeux fatigués, mais plus doux qu'elle ne s'en souvenait. « Je suis toujours en colère. Je ne sais pas si je comprendrai un jour pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Mais j'ai lu ta lettre. Je t'ai vu changer, et j'ai pensé que ça méritait peut-être une chance. » Des larmes menaçaient au coin de ses yeux, mais Evelyne les a refoulées. « James, je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. J'ai brisé quelque chose qui n'aurait jamais dû être brisé. Je t'ai trahi. Je me suis trahi moi-même. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est vivre différemment. » Il a hoché la tête lentement, sirotant son café. Pendant un moment, le silence sembla presque confortable, comme le premier dégel après un long hiver. Leur conversation a ensuite erré avec prudence. Des sujets sur un terrain neutre. James a parlé de son travail, du nouveau projet d'enseignement de Rachel, des petites victoires de leur vie quotidienne. Evelyne écoutait attentivement. Chaque mot était un cadeau.
Elle lui a parlé de la bibliothèque, de la lecture aux enfants qui lui rappelait lui quand il était jeune. Elle ne parlait pas pour impressionner, mais simplement pour partager. Il n'y a pas eu d'excuses répétées, pas de pardon accordé, pas de réconciliation radicale. Mais il y avait une présence, et cela, Evelyn réalisa, était suffisant pour l'instant. Alors qu'il se levait pour partir, James a hésité. Pendant un bref instant, il lui a touché l'épaule. Un geste si petit, mais il portait le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit. Derrière lui, Rachel a jeté un regard vers Evelyn. Son visage est resté indéchiffrable, mais elle ne s'est pas détournée. Evelyn a fermé les yeux, mémorisant la chaleur de ce geste, comme si elle emmagasinait la lumière du soleil pour les nuits froides encore à venir. Dehors, l'air sentait la pluie de printemps. Evelyn se tenait sur le trottoir, regardant son fils s'éloigner. Il ne l'a pas invité à la maison. Il n'a rien promis de plus. Mais il ne lui a pas non plus tourné le dos. Elle a pris une profonde inspiration et l'a laissé sortir lentement. Ce n'était pas la réconciliation. Pas encore. Mais c'était une possibilité. Et la possibilité, pensa-t-elle, était suffisante pour la faire avancer. Alors qu'elle retournait à sa voiture, les mots se sont formés tranquillement dans son esprit, non pas comme une défense, mais comme une vérité apprise trop tard. Parfois, les vérités les plus dures sont le tout début de la renaissance. Evelyn s'est glissée dans le siège du conducteur, a démarré le moteur et est partie. Non pas vers le triomphe ou la restauration, mais vers quelque chose de plus simple, de plus vrai. Une chance de recommencer, aussi petite soit-elle. L'histoire d'Evelyn McCarter ne s'est pas terminée par une guérison complète, ni par un exil total. Elle s'est terminée dans le fragile terrain d'entente où la plupart des vies réelles existent. La rupture reconnue, la confiance mise à rude épreuve, mais l'espoir vacillant toujours. Et peut-être que dans cet espace entre la perte et le pardon, elle pourrait enfin apprendre la seule leçon qu'elle avait passé toute sa vie à résister. L'humilité.